La tache noire. Vers midi, chargé de médicaments et de boissons rafraîchissantes, je m'arrêtai à la porte du capitaine. Il se trouvait à peu près dans le même état où nous l'avions laissé, bien qu'il fût un peu moins mal, et paraissait à la fois faible et agité. « Jim, me dit-il, t'es ici le seul qui vaille quelque chose, et tu sais que j'ai toujours été bon pour toi. Je n'ai jamais laissé passer un mois sans te donner ta pièce de 4 pence. Maintenant, comme tu vois, camarade, je suis assez bas et abandonné de tout le monde. Allons, Jim, tu vas m'apporter un petit verre de rhum tout de suite. Pas vrai, mon fiston? Le docteur, commençai-je. Les docteurs, c'est tous des andouilles. Et celui-là, qu'est-ce qu'il peut savoir des gars qu'on naviguait? J'ai été dans des pays où il faisait chaud comme dans un four, où les copains tombaient tous de la fièvre jaune, où de sacrés tremblements de terre soulevaient le sol, comme les vagues de la mer. Des pays comme ton docteur, on n'en a jamais vu. Et si j'ai tenu le coup, je te dis, eh ben c'est grâce au rhum. Si j'ai pas une lapée de rhum, Jim, je vais avoir des visions. Tu sais, ça m'est déjà arrivé. J'ai vu le vieux Flint dans ce coin, là, derrière toi, aussi clair que je te vois maintenant. Et si jamais j'ai des visions, comme je suis un homme qui a mené une rude existence, tu peux être sûr que je causerai du grabuge. Pour une petite mesure de rhum, Jim, je te donnerai une guinée d'or. Son agitation ne cessait de croître, et ceci m'inquiétait à cause de mon père qui allait fort mal ce jour-là et qui avait besoin de calme. « Je ne veux pas de votre argent, dis-je, sauf celui que vous devez à mon père. Je vais vous donner un verre de rhum, pas plus. » Dès que je le lui eus apporté, il s'en saisit avidement et l'avala d'un seul trait. « Ce sacré docteur m'a démoli, murmura-t-il. Mes oreilles bourdonnent. Recouche-moi, mon gars. » Avant que j'aie pu faire grand-chose pour l'aider, il retomba sur le dos et garda le silence pendant quelques instants. « Jim, dit-il enfin, tu as vu ce marin qui est venu aujourd'hui? Chien noir? Oui, chien noir. Celui-là, c'est une fameuse canaille, mais ceux qui me l'ont envoyé, ils sont bien pires. Si je peux pas me tirer d'ici d'aucune façon, et s'ils me collent la tache noire, oublie pas que c'est à mon vieux coffre qu'ils en veulent. Alors toi, tu t'en vas retrouver cet andouille de docteur, toujours lui, et tu lui dis de rassembler tout le monde sur le pont. Les magistrats et leurs satanés cliques, et il viendra les pincer à l'amiral Bembo, tous tant qu'ils sont. Tout ce qui reste de l'équipage du vieux Flint. J'étais son second au vieux Flint, et il n'y a que moi qui sais l'endroit. Il m'a passé le secret à Savannah quand il était à l'article de la mort, comme si ce serait mon cas aujourd'hui, vois-tu. Mais tu ne vas pas les donner, sauf s'il m'envoie la tache noire, ou si tu revois chien noir ou un marin amputé d'une jambe. Suis-là surtout, Jim. Qu'est-ce que la tache noire, capitaine? Un avertissement, camarade. Je t'expliquerai ça, s'il me l'envoie. Mais toi, veille au grain, Jim, et nous partagerons à égalité, parole d'honneur. Il continua à divaguer ainsi pendant quelque temps d'une voix de plus en plus faible. Puis, dès que je lui eus administré sa potion, qu'il prit comme un enfant, il tomba dans un sommeil profond comme un évanouissement. J'ignore ce que j'aurais fait si tout s'était bien passé. Mais il advint que mon pauvre père mourut brusquement cette nuit-là, ce qui me fit oublier tout le reste. Notre chagrin bien naturel, les visites des voisins, les préparatifs de l'enterrement, le travail de l'auberge qu'il fallait poursuivre, m'absorbèrent tellement que je n'eus guère le temps de penser au capitaine. Les choses allèrent ainsi jusqu'au lendemain de l'enterrement. Ce jour-là, il faisait un temps glacial et brumeux. Vers les 3 heures de l'après-midi, je me tenais sur le pas de la porte en train de songer tristement à mon père, lorsque je vis un homme s'avancer lentement sur la route. À n'en pas douter, c'était un aveugle, car il frappait le sol devant lui avec un bâton et portait une visière verte qui lui protégeait les yeux et le nez. Courbé par les ans ou par la fatigue, il était enveloppé d'un vieux manteau de marin tout déguenillé qui le faisait paraître complètement difforme. Je n'avais jamais vu de ma vie un personnage aussi effroyable. Il s'arrêta à peu de distance de l'auberge, puis, élevant la voix sur un ton de mélopée extrêmement bizarre, il se mit à parler dans le vide.
Une âme compatissante aura-t-elle la bonté de dire à un pauvre aveugle dans quelle partie de ce pays il se trouve à l'heure actuelle? Vous êtes à l'auberge de l'amiral Bembo, au bord de la crique de Black Hill, mon brave homme. J'entends une voix jeune. Voulez-vous me donner la main, mon bon ami, et me faire entrer? Je lui tendis la main, et immédiatement, l'horrible aveugle à la voix doucereuse la serra dans la sienne comme un étau. J'eus si peur que je luttai pour me dégager, mais il m'attira tout près de lui d'un seul mouvement du bras. « Et maintenant, mon garçon, déclara-t-il, conduis-moi auprès du capitaine, ou je te casse le bras. » Ce disant, il me le tordit au point de me faire crier. Jamais je n'avais entendu une voix plus froide, plus cruelle, plus menaçante que celle de cet homme. Elle me dompta bien plus que la douleur, et je m'empressai d'obéir. Après avoir franchi la porte, je gagnai tout droit la salle où notre vieux boucanier était assis, abruti par le rhum. L'aveugle se cramponnait à moi, me tenant dans sa poigne de fer, pesant si lourdement sur moi que je pouvais à peine le supporter. « Mène-moi droit à lui, puis, quand je serai bien en vue, mets-toi à crier. Bill, voici un de vos amis. Si tu ne m'obéis pas, voilà ce que je te ferai. » Et sur ces mots, il me tordit le bras avec tant de violence que je faillis m'évanouir. Placé entre deux feux, j'étais si terrifié par ce mendiant aveugle que j'en oubliais ma peur du capitaine. Dès que j'eus ouvert la porte de la salle, je criai d'une voix tremblante la phrase que mon sinistre visiteur m'avait dictée. Il leva les yeux, et un seul regard suffit à le dégriser. Son visage n'exprimait pas tant la terreur qu'un effroyable dégoût. Il fit un mouvement pour se lever, mais je crois qu'il n'avait pas la force nécessaire. « Allons, Bill, reste assis à ta place, » ordonna le mendiant. « Je n'y vois pas, mais je peux t'entendre bouger un doigt. Les affaires sont les affaires, tends la main droite. Quant à toi, mon garçon, prends-lui la main par le poignet et approche-la de la mienne. » Nous lui obéîmes à la lettre, et je vis quelque chose passer du creux de la main qui tenait le bâton dans la paume du capitaine. Celui-ci referma aussitôt les doigts. « Voilà, c'est fait, » dit l'aveugle. Sur ces mots, il me lâcha, puis avec une précision et une agilité incroyables, il bondit hors de la salle et gagna la route où j'entendis décroître le bruit sec de son bâton, tandis que je restais figé sur place. Il s'écoula un certain temps avant que le capitaine et moi puissions reprendre nos esprits. Enfin, presque simultanément, je lâchai son poignet, que je tenais toujours, et il retira sa main pour regarder vivement dans sa paume. « 10 heures, s'exclama-t-il, il en reste 6. Nous pouvons encore les posséder. » Il se leva d'un bond, mais au même moment, il chancela, porta la main à son cou, vacilla pendant un instant, puis, poussant un cri inarticulé, tomba de tout son long, le visage contre terre. Je courus aussitôt vers lui, tout en appelant ma mère. Mais ma hâte était bien inutile. Le capitaine venait de succomber à une attaque d'apoplexie foudroyante.